Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. À quoi ressemble la vie affective et relationnelle des 16-20 ans? Comment appréhendent-ils la fidélité, le consentement, la banalisation de la pornographie et les violences sexuelles? Et surtout, se sentent-ils assez accompagnés dans leurs établissements scolaires sur tous ces sujets? Tant de questions, mais surtout de belles réponses très éclairantes dans une étude publiée par OpinionWay pour les apprentis d'Auteuil. On en parle dans quelques minutes. Nous allons aussi réveiller nos papilles en évoquant le Salon du chocolat. C'est du 28 octobre au 1er novembre à Paris, porte de Versailles. La responsable de la partie junior de l'événement sera avec nous et j'espère qu'elle nous a apporté quelques petites douceurs. Et puis dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara nous emmène en Allemagne à la découverte d'une université qui génère 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Guillaume, qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Alors on va ouvrir ce journal avec le service national universel qui peine à convaincre les sénateurs. Oui, le fameux SNU, c'est devenu un marronnier depuis ces derniers mois. D'abord porté par Sarah El Haïry qui s'occupe désormais de la biodiversité. C'est Prisca Thévenot qui est en charge de déployer ce service national universel avec plusieurs annonces ces dernières semaines dont on s'est fait l'écho sur l'antenne de School. D'abord, l'instauration d'un stage obligatoire pour les 550 000 élèves de seconde. Ça sera à la fin du mois de juin, 2 semaines obligatoires qui pourront être remplacés par un SNU. Idée donc de pouvoir le généraliser. Seconde nouveauté, la création de classes engagées pour le SNU. Ça a été annoncé il y a quelques jours par Prisca Thévenot. Là aussi, l'objectif, c'est la généralisation avec des quotas de classes fixés académie par académie. L'objectif, il est très simple, 240 000 volontaires d'ici 2026 et voire même toute une classe d'âge, 800 000 volontaires. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas du côté du gouvernement pour le SNU. Le coût de tout ça, c'est 2 milliards d'euros. Et c'est là où le bât blesse. Il y a quelques jours, la commission des finances du Sénat qui a analysé le rapport d'un sénateur, Éric Jean-Santas, ce rapport autour du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Extrait choisi par nos amis d'Alternative économique des réactions des sénateurs face au SNU. Première réaction, celle de Éric Jean-Santas, ce sénateur qui est en charge de ce dossier. Le projet de généralisation du SNU reste encore entouré de zones d'ombre. Nous n'avons pas de calendrier de déploiement. En raison de ces incertitudes, j'avais préconisé de surseoir à la généralisation dans un rapport de contrôle adopté en mars par notre commission. Autre réaction, cette fois d'un sénateur républicain. On a vraiment l'impression que le gouvernement cherche encore la formule pour le SNU. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de déclarations mais peu de clarté dans la mise en œuvre. Dernière réaction du côté des écologistes, Thomas Dossus qui dit « On ne comprend toujours pas comment l'universalisation va être financée, comment trouver 2 milliards d'euros, un montant démesuré par rapport à la mission sport, jeunesse et vie associative » des sénateurs dubitatifs. Donc. Et elles sont passées quasiment inaperçues et pourtant elles sont révélatrices d'une profonde mutation de l'école. Les élections de parents d'élèves se tenaient les 13 et 14 octobre dernier avec l'émergence d'une toute nouvelle fédération, Parents Vigilants, qui trouve ses racines dans le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour. Tout à fait, Loïc. Il revendique même 3500 sièges aux dernières élections des parents d'élèves, un chiffre qui est contesté par les autres organisations, on le verra dans quelques instants. Pour ce faire, ils n'ont pas hésité en fait à noyauter les autres listes de parents d'élèves. Ces parents vigilants, ce sont une branche de Reconquête d'Éric Zemmour et c'est Agnès Marion, la porte-parole du mouvement, qui en parle le mieux. Lors de l'université d'été de Reconquête en septembre 2022, il y a tout juste un an, Éric Zemmour a lancé Parents Vigilants pour lutter contre le grand endoctrinement qu'il dénonce comme le 3e mal français après le grand déclassement et le grand remplacement. Dixit donc Agnès Marion pour le site très à droite Boulevard Voltaire où elle a donné une interview fleuve et elle détaille les 3 priorités de cette mouvance autour de l'éducation. D'abord, ce qu'ils appellent l'entrisme islamique et ce sont leurs propres mots. Ils expliquent que récemment, dans un conseil départemental, il y a eu indiqué dans les menus un sauté halal et ça leur pose problème. Deuxième problème de l'éducation, ce qu'ils appellent la propagande wokiste et LGBT à l'école avec des ateliers de tricot urbain aux couleurs du drapeau LGBT pour habiller les troncs d'arbres. Pour eux, c'est un véritable scandale. Et puis le 3e problème qu'ils entendent dénoncer, l'imprégnation supposée, ce sont leurs propos, du lobby immigrationniste dans les écoles. SOS Méditerranée, par exemple, explique la porte-parole, a un agrément qui lui permet d'entrer dans les écoles très officiellement. Des thématiques qui sont assez éloignées de ce qu'on a l'habitude d'entendre du côté de la FCPE et de la PEP, les questions de niveau scolaire, d'égalité. Depuis leur création, les parents vigilants ont fait beaucoup de polémiques. Ils ont voulu
annulé un atelier de lecture animé par une drag queen. Et en décembre 2022, une enseignante de philo a même dû être mise sous protection policière à la suite d'une campagne d'intimidation violente. Voilà pour ce qu'il en est de parents vigilants. Réaction du côté du porte-parole de la PEP, Laurent Zamekowski. Sur les 3500, le score de 3500 parents d'élèves, ça ne paraît pas crédible. Un tel score se verrait sur le terrain. Or, je n'ai aucune remontée là-dessus. Allez, on poursuit avec cette nouvelle étude du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui montre que le niveau de langue acquis dès la maternelle est déterminant pour la réussite scolaire des élèves. On s'en doutait et les parents s'en doutent. Plus le vocabulaire est varié, plus les élèves se développent sur le plan intellectuel. Ça, on le sait. Mais ce que l'on sait moins et ce que cette étude montre, eh bien, c'est que cette variété de vocabulaire va avoir un impact sur l'apprentissage scolaire. On apprend dans cette étude que les enfants de 3 à 6 ans, ils peuvent retenir 10 à 20 mots par jour et que c'est la répétition dans des contextes variés qui permet une bonne mémorisation. L'acquisition du vocabulaire est également un critère déterminant dans la scolarité. Voilà ce que dit ce rapport. Le niveau de langue est la compétence qui différencie le plus fortement les enfants selon leur milieu socio-économique d'origine à l'entrée à l'école, et le retard des enfants les moins stimulés persiste souvent tout au long de sa scolarité. Décryptage de Séverine Casalis, professeure de psychologie, qui a coécrit cette étude. Avoir un vocabulaire suffisamment solide, c'est la condition pour pouvoir rentrer dans la lecture et acquérir des mots via la lecture. Alors, il faut parler beaucoup aux enfants. C'est pas parce qu'un enfant a entendu une fois un mot qu'il va le mémoriser et surtout en comprendre le sens immédiatement. Et on termine avec ces élèves français qui boudent l'allemand. En 20 ans, Guillaume, 3 fois moins de collégiens et de lycéens ont décidé d'étudier la langue de Goethe. Ja, sprechen Sie Deutsch, Loïc. Peut-être que comme beaucoup de téléspectateurs, vous n'avez pas compris cette phrase. Et c'est normal, il y a un véritable déclassement de l'allemand LV1 depuis 20 ans. Je vous propose de découvrir ces chiffres qui ont été relevés par nos collègues de 20 minutes, les chiffres de l'éducation nationale. En 1994, 600 000 élèves prenaient l'allemand LV1. En 2015, il n'y avait plus que 231 000 élèves en allemand LV1 et en 2022, ils ne sont plus que 139 814 élèves. Il y a quand même 650 000 élèves qui l'ont choisi en deuxième langue, mais on le voit, l'anglais est en train de prédominer. Alors, les raisons sont nombreuses. Pendant longtemps, l'allemand était un passage obligé si on voulait accéder aux meilleures classes, aux classes de meilleur niveau. C'est fini, il n'y a plus de sélection sur l'allemand, les classes sont beaucoup plus hétérogènes. Peu d'initiation de l'allemand à l'école primaire aussi, seuls 3,6% des élèves de primaire reçoivent une initiation à l'allemand. Et puis en 2015, la réforme du collège, portée, si mes souvenirs sont bons, par Najat Vallaud-Belkacem, avait supprimé les classes bilingues. Et puis l'allemand ne fait pas recette non plus du côté des professeurs. 58% des postes au CAPES n'ont pas été pourvus en 2023. Il y avait 205 postes offerts et seulement 86 postes qui ont été pourvus. Dernier point également, c'est l'effet Casa de Papel. L'espagnol est en train de faire une remontada. C'est Thérèse Claire, présidente de l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, qui l'explique. La France est le seul pays européen où il y a une telle proportion d'élèves apprenant l'espagnol, sans doute parce que cette langue est jugée plus facile et qu'elle est utilisée dans de nombreux pays. Merci beaucoup Guillaume. Et puisqu'on parle de l'Allemagne, on y retourne tout à l'heure pour votre chronique. On ira à l'université cette fois. On en parle régulièrement sur ce plateau. De nombreux établissements scolaires ne respectent pas la loi en termes de cours à l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Pourtant, les 16-20 ans ont terriblement besoin d'être accompagnés sur toutes ces thématiques. C'est ce que révèle notamment une étude OpinionWay réalisée pour les apprentis d'Auteuil. On en parle tout de suite avec nos invités. Les 16-20 ans et leur rapport à l'amour, au corps, à la fidélité, au consentement, aux stéréotypes, aux violences également. C'est une étude très complète menée auprès de 2148 jeunes. Nous allons la décrypter tout de suite avec nos invités. Naomi Bonté, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour les apprentis d'Auteuil. On va découvrir dans un instant ce que c'est. Et Hélène Romano, bonjour. Vous êtes psychothérapeute spécialisée auprès des personnes en souffrance psychique. Alors Naomi Bonté, justement, quelle est la mission de la Fondation des apprentis d'Auteuil? Alors la Fondation des apprentis d'Auteuil, aujourd'hui, elle accompagne, elle éduque, elle informe des jeunes et des familles. Donc c'est à peu près 40 000 jeunes en France et sur les territoires d'outre-mer. Et en établissement scolaire, ça correspond à 8 000 jeunes à peu près. L'objectif, c'est que chacun et chacune trouve sa place dans la société aujourd'hui. Alors c'est pas un secret de polichinelle, hein, c'est une fondation d'inspiration chrétienne, comme on dit. Est-ce que du coup, vous n'intervenez que dans les établissements
établissements chrétiens ou dans tous les établissements? Alors la Fondation, elle gère des établissements effectivement privés sous contrat, donc catholiques. Voilà, effectivement, on a des établissements catholiques. Oui. Alors, on ne peut pas être exhaustif surtout, cette étude est très large, très vaste, mais peut-être en quelques mots pour commencer, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans les réponses que vous avez recueillies? Moi, ce qui m'a marqué le plus, finalement, au-delà de l'impact de la pornographie sur la représentation des jeunes, des violences, de ces représentations vraiment problématiques, c'est finalement les attentes des jeunes en matière d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Parce que les jeunes nous le disent, ils ont envie d'avoir des séances, ils ont envie de travailler sur des sujets pas uniquement concentrés sur la santé sexuelle et l'anatomie, mais aussi sur le respect filles-garçons, sur les questions de confiance en soi, sur les questions de consentement. Et on le voit tout au long de cette étude, ces représentations, elles sont problématiques. Et donc, comment finalement on répond à ces attentes et on le voit, les séances aujourd'hui qui devraient être proposées aux jeunes à raison de 36 par élève, par cursus scolaire, ne sont pas aujourd'hui encore mise en application, encore respectée. Alors le voici, ce baromètre de l'éducation. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'informations. Hélène Romano, cette enquête, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle cartographie de la jeunesse actuelle? Alors moi, je l'ai trouvée extrêmement complète, extrêmement intéressante, confirmant malheureusement ce qu'on constate sur le quotidien. Elle nous dit beaucoup de choses des jeunes. Elle nous dit un très grand sentiment de solitude. Moi, j'ai trouvé par rapport à leur construction de la vie sexuelle, la vie relationnelle, la vie affective, et à tout niveau. Au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau des questions sur la sexualité. Ils sont extrêmement seuls, ces jeunes, en tout cas ceux qui ont répondu. Peu d'interlocuteurs, ils vont chercher du coup sur Internet. Et on se rend compte que l'écran vient faire un écran, pour le coup, entre les jeunes et les adultes. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses de cette génération d'orphelins qui se retrouvent seuls face à leurs propres angoisses et inquiétudes et du coup qui passent à l'acte, ils le disent très bien. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les stéréotypes sexuels persistent et en lisant cette enquête, j'ai eu l'impression de lire ce qu'on disait de nous dans les années 90, donc j'ai pas l'impression que ça évolue énormément. Alors même que MeToo est passé par là, alors même qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, est-ce qu'on patine ? Où est-ce qu'on avancera vraiment un jour? Où est-ce qu'on est voué à revivre la même chose? Alors, il y a peut-être un biais lié au recrutement de ces jeunes-là. Moi, pour intervenir sur d'autres publics dans d'autres établissements, il y a peut-être un biais sur le public de certains établissements privés, même sous contrat. Mais en dehors de ça, globalement, on voit bien que dans le déclaratif, et c'est important, c'est du déclaratif, les jeunes sont encore extrêmement proches de ce qu'étaient les jeunes hier ou avant-hier dans les représentations, que ce soit dans l'usage du porno, que ce soit dans la question du consentement, dans la place de la femme, c'est quand même extrêmement archaïque, dans les relations amoureuses sexuelles, la question du consentement de la femme dans les relations sexuelles, on a l'impression d'être 30 ans en arrière, ce qui peut paraître très surprenant en effet après MeToo. Mais justement, un chiffre, l'étude nous dit que 44% des jeunes interrogés ont déjà accepté une relation sexuelle pour faire plaisir à leur partenaire si lui ou elle n'en avait pas envie, et c'est un chiffre, moi, qui m'inquiète quand même un peu. Oui, je suis d'accord, ce chiffre, il est alarmant. On sent derrière le sentiment d'obligation des jeunes à avoir des relations sexuelles. Est-ce que finalement, quand on accepte d'avoir une relation alors qu'on y a été contraint parce qu'on a peur que son partenaire s'énerve, ou alors parce qu'on a envie de lui faire plaisir, mais parce qu'on ne veut pas le perdre, etc. Voilà, par exemple, finalement, on ne consent pas vraiment. Et c'est pour ça que c'est important, mais vous le disiez très justement, ça fait 5 ans que le mouvement MeToo est passé, et on se rend compte que la notion du consentement, elle est toujours pas acquise, et ça s'explique parce qu'en fait c'est une notion qui est complexe, parce que le consentement il n'est pas défini aujourd'hui dans la loi. On vient parler du viol et des agressions sexuelles lorsqu'il y a présence de violences, menaces, surprises et contraintes. Donc nous, quand on travaille l'éducation au consentement avec les jeunes, on va chercher à leur donner une autre définition pour venir compléter, pour qu'ils aient des repères sur lesquels s'appuyer, c'est-à-dire par exemple travailler le côté révocable du consentement. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout si on n'a pas envie. Et puis travailler aussi à connaître ses besoins, ses limites, pouvoir exprimer son consentement, s'affirmer face à quelqu'un d'autre et recevoir aussi
la frustration d'un non, d'un refus. Ça aussi, c'est important de le travailler et c'est pour ça qu'il est essentiel de mettre en place ces séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il y a un autre chiffre qui doit nous interroger, c'est 42% des garçons qui déclarent regarder du porno pour en apprendre plus sur le sexe, 29% des filles. Qu'est-ce que ce chiffre vous évoque ? Forcément, vous le disiez très justement, hein, ils vont se tourner vers les sources d'informations qui leur sont disponibles. Donc, si on ne met pas de séance EARS en place, que ce soit les garçons ou les filles, hein, finalement, parce que même s'il y a un écart, on se rend compte que les filles aussi se tournent vers la consommation de contenu pornographique. Et ça provoque en fait une vision biaisée de l'amour et des relations sexuelles ensuite. Forcément, parce que... on le sait, ces images, elles sont aujourd'hui d'une extrême violence. On a des représentations féminines qui sont complètement dégradantes, humiliantes aussi pour les femmes, où on ne vient pas leur demander leur consentement. Donc ça fait peur, finalement, ce chiffre, il fait peur parce qu'on se dit, même si les jeunes pensent avoir ce recul et nous disent parfois non mais je sais que c'est faux, je sais que c'est des acteurs, etc. Souvent c'est ce qu'on a dans les retours des jeunes. Finalement, on se rend compte qu'ils sont quand même imprégnés de ces violences, de ces images qu'ils regardent. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place des préventions et des temps d'échange où on va pouvoir décrypter ces images et leur apporter d'autres réponses, un accompagnement finalement. Pour prendre un petit peu de recul. Mais ça mène aussi, Hélène Romano, à des violences, qu'elles soient sexuelles ou même, et peut-être même surtout psychologiques d'abord. Oui, et puis c'est très bien dit dans votre étude, on voit bien que c'est corrélé. Le manque de confiance en soi va conduire à plus de tentatives de contrôle de l'autre dans des situations où sur les films pornographiques, l'image de l'homme est tout aussi dégradée. Les collègues sexologues ont des jeunes adultes, garçons-filles, qui arrivent avec une absence de repère totale, une image d'eux-mêmes absolument terriblement dégradée, garçons comme filles. Les films pornographiques, c'est redoutable pour les deux et c'est important de le dire parce que moi qui suis expert auprès de jeunes qui sont agresseurs sexuels et de plus en plus tôt, ce que l'on constate, c'est des générations de jeunes, je ne parle même plus d'ados, on a des prépubères, on a des enfants qui passent à l'acte sexuellement avec une cruauté qu'on n'avait pas, moi ça fait 30 ans que je suis expert, qu'on n'avait pas il y a 30 ans, sans empathie, sans culpabilité. Et en creux de votre étude, on voit aussi ça, un ado, un enfant qui est seul, il n'a pas d'adulte pour lui apprendre l'empathie, le respect de l'autre, l'altérité. S'il n'y a pas ça, il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en l'autre, il sera dans le passage à l'acte, et entre autres le passage à l'acte sexuel à tout niveau, verbal, propos sexistes, menaces, très banalisés, et passage à l'acte, comme le viol pour les cas les plus graves, tout aussi banalisé. Alors un autre chiffre que je voulais vous partager également, cette étude révèle que 37% des hommes et 55% des femmes ont déjà subi au moins une violence d'ordre sexuel. Alors on parle de sexisme, agression, harcèlement, viol, diffusion de photos intimes sans leur consentement, ça fait aussi partie de cette liste. Est-ce que ce sont des chiffres auxquels vous vous attendiez ? Oui, parce que dans les études que l'on fait avec d'autres groupes de recherche, on a même un petit peu plus au niveau des résultats. Donc, c'est malheureusement une confirmation de ce qu'on constate dans d'autres études avec d'autres biais. Chaque étude a des biais, mais très globalement, on est inquiet sur la population actuelle des jeunes, des ados actuels, qui se retrouvent très seuls face aux écrans. L'écran peut être là pour informer, mais s'il n'y a plus d'adultes, il n'y aura pas d'empathie. Et dans la relation amoureuse, affective, relationnelle, sexuelle, il faut qu'il y ait du respect de l'autre, il faut qu'il y ait de l'empathie. Et ça, vous n'avez aucune application qui l'apporte. Donc c'est un vrai souci. Les actions de prévention en milieu scolaire sont indispensables, mais le système actuel, il est quand même extrêmement en souffrance. On a des services de médecine scolaire universitaire qui sont en soins palliatifs, si on peut dire ça. Il faut que ça soit des professionnels formés, aussi, pour ne pas créer de la confusion. Quand on demande aux enseignants de le faire, on voit bien que ça crée de la confusion du côté des élèves, même si les enseignants, sur du quotidien, se tenir, reprendre un élève qui va avoir un geste inadapté, des propos inadaptés, ça fait partie d'être enseignant. Mais pour ces séances vraiment d'éducation, au relationnel, à l'affectif, à la sexualité, c'est très important d'avoir des collègues, des associations formées. On va y venir effectivement, puisque les chiffres là-dessus sont alarmants également. Mais Nathalie Bonté, ce que nous dit l'étude également, c'est que toutes ces victimes de violences n'en parlent pas.
Ouais. Et là, on a un autre problème, c'est que qu'elles soient victimes, c'est terrible, mais surtout, il faut qu'elles en parlent. Et la parole n'est pas encore libérée, alors que pourtant, on croyait encore une fois, avec MeToo, avec tout ce qui se passe, que enfin les jeunes avaient compris. Et en fait, non. Mais finalement, ces jeunes, il leur faut des espaces pour pouvoir parler. Il faut des espaces sécures, il faut des espaces bienveillants pour recueillir. Ils ne sont pas assez en confiance, ni à la maison, ni à l'école. Pas forcément, c'est ce que nous dit en tout cas les résultats du sondage. Aujourd'hui, le ARS permet de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, permet de se rendre compte que peut-être qu'on a subi des violences sexistes et sexuelles. Et donc ça, c'est une première étape déjà. Mais effectivement, pour ensuite pouvoir parler sur ces violences et se sentir assez en confiance, comme vous le dites, il faut aussi des espaces où on peut recueillir cette parole. Et vous le disiez, il faut former les professionnels aussi au recueil de cette parole, parce que les formations qui peuvent être proposées aujourd'hui, elles peuvent, en tout cas sur le ARS, elles peuvent être concentrées sur un aspect plutôt santé sexuelle. Et donc il faut ouvrir ces champs aussi au recueil de la parole, au travail de l'estime finalement, de soi. est-ce que c'est pas un nouveau cadeau empoisonné à faire aux enseignants que de leur rajouter cette pression-là, cette chose-là qui va les peser, de laquelle ils vont être responsables alors qu'ils ont déjà plein de problèmes par ailleurs? Les enseignants, je pense qu'ils ont déjà tellement à faire, les pauvres. On ne peut pas leur mettre une couche. Il faut vraiment que ce soit des professionnels ou des associations spécialisées, à la fois pour la prévention, pour l'éducation et le recueil de la parole. Pourquoi beaucoup d'enfants et d'adolescents victimes d'agressions sexuelles ou de propos sexistes ne portent pas plainte? Parce qu'ils ont honte, ils se sentent coupables, ils ont peur des représailles, et puis surtout parce qu'ils ont expérimenté que ceux qui parlent, qu'on parlait, il y a quoi derrière? Oui, il ne se passe rien. Parce que le système français, présomption d'innocence, oblige. On a des victimes, des faits, quelqu'un mis en cause. Mais si on ne peut pas prouver les faits, c'est classé. Donc on dit de porter plainte. Mais les victimes de viol ou d'agression sexiste vont les porter plainte. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a personne avec elle pour dire que c'était du viol. Lui ou elle dira qu'elle était consentante. C'est classé. Donc ils expérimentent ça très très tôt, les ados. Moi je vois en expertise, très tôt ils expérimentent le fait que certaines fois ils ont essayé de parler, essayé de dire, ça s'est retourné contre eux. Donc ils se taisent et c'est la loi du silence qui est redoutable. Donc parler, il faut savoir écouter. Il faut leur permettre de comprendre que ce qu'ils subissent, ce qu'ils vivent n'est pas normal. Mais il faudrait aussi réformer profondément, vaste sujet, le système pénal français. Parce que parler dans le vide, c'est un peu la jonction paradoxale. On le voit avec la disparition annoncée de la commission de la Civise. C'est que parler pour qu'après on vous dise taisez-vous, ça est vraiment absolument délétère. Ouais, même si Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti, ministre de l'Éducation, ministre de la Justice, ont renforcé, notamment sur les faits de harcèlement scolaire, ils veulent que maintenant chaque fait soit jugé et aille au bout. On peut imaginer que peut-être un jour ce soit la même chose pour ces questions-là. Donc on revient au cours et à cette loi sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle que normalement tous les établissements scolaires devraient appliquer. On se demande bien pourquoi elle ne l'est pas, mais ce que révèle cette enquête, c'est qu'il y a 44% des établissements qui ont proposé 3 séances et plus, donc là on est dans la loi, vous me corrigez si je me trompe, et 55% 2 séances ou moins. Et là il y a un problème. Alors effectivement, il y a un problème puisqu'on ne respecte pas à ce niveau-là les 3 séances par an qui sont censées être proposées aux jeunes. Mais surtout, la problématique derrière tout ça, c'est à quel moment, si on met en place moins de 2 séances par an, à quel moment on peut à la fois travailler les notions connaître son corps, par exemple, travailler la contraception, mais aussi travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a les cours de biologie. Les respects. C'est ce que disent les établissements. Il y a les cours de bio. Alors le cours de bio, une fois dans l'année, d'accord. Voilà. Mais après, comment on travaille cette question, effectivement, de confiance en soi, de gestion des émotions, d'orientation sexuelle, par exemple, ou l'impact des réseaux sociaux. Tout ça, il nous faut des temps pour les travailler. C'est pour ça que cette loi, elle est quand même assez bien faite. C'est pour ça que ces 36 séances, elles sont nécessaires. Et encore, certains vous diraient que c'est même pas assez. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est un des rôles de l'école de pouvoir éduquer. Enfin, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, les citoyens de demain. Et c'est important de travailler cette éducation à la relation, si on veut, en tout cas, une société plus respectueuse et lutter contre ces violences sexistes et sexuelles. Mais qu'est-ce qui bloque entre nous? On n'a pas la réponse, nous, ici, forcément, de tous les problèmes. Mais en tant qu'observatrices, toutes les deux, est-ce que vous avez eu affaire à des directeurs d'établissement, par exemple, qui vous ont dit « Non, moi, pas chez moi ».
Alors oui, ça arrive, effectivement, pas que des directeurs, hein, finalement, on peut avoir aussi de l'appréhension au niveau des parents, tout à fait, parce que c'est un sujet qui touche à l'intime, finalement. Et, alors je ne sais pas comment c'était pour vous, mais moi je sais que j'ai eu très peu de séances d'éducation à la sexualité. Oui, voilà. Ouais. Donc finalement, on parle de quelque chose qu'on n'a pas vécu, on ne sait pas réellement de quoi on parle, et donc on peut projeter énormément de sujets, de manières d'aborder cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc c'est là où ça peut coincer. Donc il faut accompagner ces directions et aussi les parents. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a proposé ce baromètre de l'éducation, en tout cas porter ce sujet, parce que c'est un sujet éducatif majeur et qu'il faut mettre en place ces séances et aller au-delà de ce frein qui est lié au sujet. Et puis derrière, il y a les questions des moyens. Évidemment, on parlait de la formation des professionnels. C'est pas simple. Aujourd'hui, il n'existe pas 1 million de formations sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc on a ce frein-là. Et puis, il y a aussi la question du temps. Vous le disiez très justement, parce que dans les programmes scolaires, aujourd'hui, on n'a pas encore de séquence, de temps dédié aux séances de ARS. Pareil pour les professionnels, il faut qu'ils trouvent souvent, voilà, entre 2 cours, faire une pause dans leur programme pour mettre en place ces séances. Et donc c'est là où on va rencontrer des freins et des résistances. Ouais. Je rajouterais peut-être aussi à tout ça, et je suis tout à fait d'accord, la question du clivage très fort qu'on a actuellement entre les familles et l'école au sens large, collège, lycée, école primaire, maternelle, dans une société qui ne va pas bien, qui est légèrement stressée vu le contexte actuel, c'est extrêmement clivant, c'est-à-dire que les familles ont besoin de savoir ce qui se fait dans l'école, sont très attentives à ce qui se fait, sont prêtes à intervenir si elles ont l'impression d'être dépossédées de certaines choses. Est-ce que vous dites, disons-le clairement, est-ce que vous dites aussi que certaines idéologies peuvent freiner ça de la part des parents ? Est-ce que c'est que ça aussi ? Il y a ce clivage-là, à partir du moment où nos enfants sont à l'école, privés, publics, vont à l'école, ils sortent de chez nous, de notre milieu, de notre culture, de notre entourage, de notre référentiel. Ils vont vers le monde extérieur. C'est aussi ça, normalement, les aider à grandir. Mais ça nécessite certaines fois de devoir accepter que ce qui se dit à l'école, c'est pas tout à fait comme à la maison, que ça peut être complémentaire et qu'on n'est pas dans une rivalité. Mais ça, les parents, vous êtes d'accord pour dire que les parents sont incapables de penser ça ? Eh ben, à part les plus sages d'entre eux. On est bien d'accord, mais comme vous nous demandiez quels étaient, selon nous, les freins, moi, depuis 30 ans, les freins, ils sont quasiment les mêmes par rapport à ça. Sur ces sujets qui touchent l'intime, qui touchent la sexualité, qui touchent les repères, qui touchent la loi, c'est très tendu. Ça l'est d'autant plus que les gens vont mal, et actuellement, c'est très, très, très tendu. Et possiblement qu'il serait important aussi d'avoir davantage d'échanges. Moi, j'ai beaucoup de parents qui refusent que leur enfant participe, ou qui vont porter plainte contre l'établissement, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années, parce qu'ils ne savent pas ce qui s'y fait. Ils ne savent pas qui intervient. Donc les écoles aussi doivent mieux communiquer alors. Il y aurait probablement quelque chose d'aller vers ou de faire ensemble qui serait à construire, quelque chose dans la co-construction. On n'est pas dans la défiance les uns vis-à-vis des autres, on essaie de faire ensemble. C'est fondamental, ils sont très en attente et une des premières diapes qui reprend les attentes des jeunes en disant mais ça nous a manqué, on aurait envie, on aurait besoin. Il y a un vrai besoin, il y a une véritable attente. Les parents sont souvent paumés aussi et auraient besoin d'être aidés, de faire ensemble, de ne pas faire contre. Et ça n'a pas changé depuis 30 ans. Donc on devrait pouvoir quand même essayer d'avancer là-dessus. Effectivement, vous faisiez référence en fait à cette troisième slide avec les témoignages en fait des jeunes qui ont été interrogés et qui disent mais enfin on nous pose la question. Moi j'ai quand même une petite question. Ce baromètre il existe, vous êtes là pour en parler, super. Maintenant, où est-ce qu'il va tomber, sur quel bureau va-t-il arriver pour que les choses évoluent ? Alors nous, au sein de la Fondation, ça fait quand même 15 ans qu'on travaille ce sujet, qu'on le porte, qu'on s'adapte aussi aux évolutions sociétales. Donc on va travailler avec les professionnels déjà pour leur proposer des formations. On va travailler aussi à la mise à disposition d'outils, de ressources éducatives. Et l'idée, c'est aussi de poursuivre ce travail, parce qu'on n'est pas non plus modèle en la matière en termes de mise en place des séances ARS. On sent bien que nous aussi, on rencontre les mêmes freins que d'autres établissements scolaires. Et donc, ça va être aussi de travailler, vous le disiez très justement, l'accompagnement des parents. Ça va être de poursuivre. On se tient à disposition aussi des instances gouvernementales pour travailler sur ce sujet et pour aider au déploiement de ces séances ARS. En tout cas, c'est un bon levier pour nous. Ouais, vous voyez pourquoi je vous parlais tout à l'heure des idéologies, c'est que nous sommes dans le cas d'une fondation d'inspiration chrétienne et donc
peut-être que certains parents qui respectent la religion chrétienne peuvent avoir justement ce type de réticence et que ça peut contribuer au mal-être global. Peut-être un... Oui, alors juste très rapide, on a quand même beaucoup d'enfants qui sont dans des établissements privés catholiques sous contrat qui sont absolument pas catholiques. Et c'est aussi important on de le accueille tous les jeunes de toute confession. Merci, c'est important de le ouvert à préciser. tous. C'est pas du tout sectaire, c'est vraiment des établissements ouverts à tous. Originairement, il y a cette dimension confessionnelle, mais c'est ouvert à tous les élèves. Il y a beaucoup d'établissements. Moi, je viens de Lyon, on a beaucoup d'établissements privés, et la très grande majorité des élèves ne sont pas du tout dans la religion. Et bien voilà, au moins on aura rétabli quelque chose sur ce plateau. Merci à toutes les deux pour ce passionnant débat, pour nous avoir éclairé un petit peu sur tous ces chiffres. Naomi Bonté, je rappelle que vous êtes responsable de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Et Hélène Romano, vous êtes psychothérapeute spécialisée auprès des personnes en souffrance psychique. Merci à toutes les deux. Merci. Une courte pause, chers amis, et on revient dans un instant. School TV est partenaire média du salon Educatech Expo by Wii U Group. Du 15 au 17 novembre prochain, School TV vous donne rendez-vous à la porte de Versailles à l'occasion du salon Educatech Expo by Wii U Group. Vous êtes acteur de l'innovation éducative? Notre journaliste Philippine Dolbeau ira à votre rencontre pour décrypter avec vous les nouvelles tendances EdTech. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation, et il est temps, comme promis, de charmer vos papilles avec les meilleurs chocolats du monde et surtout avec un événement international qui va ravir les petits et les grands, bien sûr. C'est le Salon du chocolat. On regarde la bande-annonce et puis on accueille notre invité juste après. Bon, je sais pas vous, mais moi maintenant, du coup, j'ai faim. J'espère qu'on pourra déguster 2-3 petites choses sur ce plateau tout à l'heure. J'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Grimaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du Salon du chocolat junior, et ça c'est très important. Peut-être un peu d'histoire pour commencer. Depuis quand ce salon existe et puis surtout dans quel mouvement il a été pensé? Oui, alors le salon existe depuis 1995. Donc ça fait à peu près presque 30 ans que le salon a lieu. Et donc en fait, le salon a commencé avec évidemment quelques artisans chocolatiers qui sont venus présenter leurs produits, et il est devenu en fait aujourd'hui un salon international avec plusieurs destinations, notamment à Paris, à Lyon, au Japon, au Pérou, etc. Donc c'est presque en fait plus d'une dizaine de destinations qui sont représentées sur le salon du chocolat. Et puis c'est une institution maintenant, c'est vraiment la marque de fabrique de l'aura de la France un peu à travers le monde. Quelles sont les grandes nouveautés cette année? Il y a peut-être parmi nos téléspectateurs qui y sont allés les années précédentes, mais chaque année évidemment vous essayez de vous renouveler. Qu'est-ce qu'on a de nouveau cette année? Évidemment, donc chaque année on essaie de se renouveler. On a évidemment le défilé de robes en chocolat qui est institutionnel de notre salon. D'ailleurs, petite parenthèse, oui. Il faut être un people obligatoirement pour participer ou pas? Donc, je vous dis ça parce que je me vois bien moi avec un costume en chocolat par exemple. Sachez qu'il y a un petit casting. Il faut être gourmand. Oui. Il faut beaucoup aimer le chocolat.
mais surtout savoir porter des kilos de chocolat sur Et oui, soi. c'est ça. C'est ça qui est plus important. Mais non, en tout cas... Et c'est vrai que c'est toujours un peu le point d'orgue, ça, oui. de la créativité des chocolatiers. Tout à fait. Et donc on reçoit donc ces people le jour de la soirée inaugurale, donc qui a lieu le 27 octobre cette année. Et donc en nouveauté, on a évidemment le retour donc nous de notre espace Japon. On sait aujourd'hui que le chocolat est un produit phare de ces artisans japonais asiatiques. Mais c'est très étonnant ça. Hein. Oui. On n'y pense pas tout de suite au Japon. C'est vrai. Et c'est vraiment l'un des pays en fait les plus consommateurs, qui devient le plus consommateur en fait de chocolat. On a aussi nous nos institutions, nos artisans français, Jean-Paul Evin, Bona, qui sont aussi très installés là-bas et qui aussi font un rayonnement en tout cas de l'artisanat français. Alors, ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, c'est le salon du chocolat junior, qu'on appelle donc le Pastry Show Junior en américain. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, le salon du chocolat junior n'est pas forcément que le Pastry Show Junior. D'accord. Donc, le Pastry Show, c'est une scène de démonstration. On retrouve donc plusieurs chefs, des chefs pâtissiers de renom, qui viennent donc faire des démonstrations auprès des enfants. Et ce sont principalement des femmes, pardon. Alors, on a principalement, oui, effectivement des femmes, mais aussi des hommes. On a la chance d'avoir le chef Shibata, donc il y a un chef japonais qui vient faire une démonstration pour les enfants, mais aussi on a un jeune pâtissier qui est Silax Pâtisserie, donc Silamaka, qui a ouvert sa pâtisserie l'année dernière à Fontenay-sous-Bois, qui a un parcours aussi formidable avec plein de choses qu'il a parcouru dans sa vie, des mauvaises comme des bonnes, et aujourd'hui il s'en sort avec une pâtisserie et il est reconnu en tout cas dans plusieurs grands établissements hôteliers et pâtissiers. Alors pour les enfants, oui. Si je veux amener mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, expérimenter, toucher, sentir? Oui. Déjà peut-être découvrir ce que c'est que le cacao. Oui, tout à fait. Ils vont déjà découvrir... Montrez-le bien peut-être à la caméra, voilà. C'est ça le chocolat à la base, les amis. C'est ça le chocolat. Alors ça, c'est une cabosse donc de chocolat, de cacao plutôt. Ouais. Donc c'est une cabosse de cacao. Donc on retrouve donc des fèves de cacao et c'est à partir donc de ce fruit qu'on retrouve sur le cacaoyer qu'on peut donc faire du chocolat. Donc votre tablette est faite à partir de fèves qu'on sèche, qu'on torréfie. Et c'est toute une étape. C'est environ 10 étapes pour faire donc une tablette de chocolat ou un bonbon de chocolat. Voilà, donc, et ça, les enfants le découvrent. Ils le découvrent. Ils découvrent aussi comment faire aussi certaines recettes de chocolat, mais aussi nous, en nouveauté, ce qu'on a donc sur l'espace junior, c'est un concours, un grand concours en fait qu'on a mené, donc ça s'appelle Mon croquet à croquer, et donc les enfants donc, réaliseront leur gâteau de leurs rêves. Et donc ça, c'est vraiment une nouveauté en tout cas sur le junior. Et il y a quelque chose qui est en lien avec Halloween, je crois aussi. Oui, vous allez avoir beaucoup en tout cas de démonstrations de recettes qui sont liées donc à Halloween. Vous allez avoir des momies, vous allez avoir des araignées, etc. Vraiment pour vous amuser le jour d'Halloween. Est-ce que c'est aussi l'opportunité pour vous de transmettre l'envie de faire et donc pourquoi pas de devenir chocolatier pour tous ces enfants, ces adolescents qui vont venir pouvoir expérimenter ce qu'est ce beau métier-là? Est-ce qu'il y a une dimension aussi comme ça? Évidemment, elle est là, la dimension. Et c'est même aussi la vocation, nous, de notre espace junior. C'est vraiment, en fait, pour susciter la vocation, donc, autant, en fait, de devenir pâtissier, chocolatier. Et on l'a vu, on a certains, voilà, à travers même de différentes démonstrations où il y a un échange entre ces chefs pâtissiers avec les enfants, où ils peuvent, donc, échanger sur leur parcours, sur leur ambition. Et on voit, en fait, vraiment les enfants s'éveiller avec les yeux qui pétillent quand ils voient en tout cas la démonstration de pâtisserie, de chocolat, etc. Et on voit en tout cas, notre vraiment projet, c'est de sensibiliser aussi les enfants en tout cas à la consommation du bon chocolat. On sait très bien que, voilà, que le bon chocolat, c'est celui qu'on aime, évidemment, mais... il y en a de différentes qualités, bien évidemment. Oui, mais ils sont tous en soi aussi bons, et vous pouvez autant aimer le chocolat au lait, ça n'est pas pour autant que c'est moins bon ou moins de qualité que le chocolat noir. Donc c'est vraiment de sensibiliser sur tous les types de chocolat, de vraiment aussi éveiller la sensibilité gustative de tous les enfants, de tous les
les parents aussi, et d'avoir en fait, ce parcours pédagogique sur notre salon. Ouais, moi, tout le monde s'en fiche, mais c'est le chocolat blanc que je préfère, voilà, sachez-le. Je suppose que vous ne pouvez pas accueillir tous les enfants d'Île-de-France d'un coup. Est-ce qu'il faut s'inscrire, aller sur le site, est-ce qu'il y a des créneaux particuliers ou est-ce qu'on vient et on s'installe? Pas du tout. On ouvre la porte, en tout cas, à tous les enfants d'Île-de-France. Il n'y a pas d'inscription à faire, si ce n'est que d'entrer donc dans le salon. Toutes les animations qui sont proposées sont vraiment gratuites. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la porte à tous ces enfants qui puissent découvrir vraiment le chocolat. Pour vous, c'est quoi le chocolat? Quelles sont les valeurs, les symboles, les souvenirs? Comment vous pourriez décrire ça si vous aviez un enfant de 7-8 ans devant vous? Comment vous définiriez ce qu'est le chocolat? Le chocolat, pour moi en tout cas, c'est mon petit plaisir à moi. C'est mon petit plaisir. C'est ma façon en tout cas aussi de goûter, de vraiment ressentir vraiment tous les arômes d'un chocolat. Pour moi, tout le monde en tout cas... enfant a toute une expérience en fait avec le chocolat. On se souvient quand on est enfant. C'est le goûter. C'est le goûter, effectivement. C'est le goûter qu'on a à 4 heures, qu'on mange avec une tranche d'œuf, avec du pain. Ou le petit morceau avant le film, du soir, avec ses parents, par exemple. Tout à fait. C'est aussi ce moment-là en fait, qu'on peut partager avec ses parents. On aime tous le chocolat. En tout cas, la plupart oui. Il y en a qui n'aiment pas, j'en connais. Je les embrasse d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Tout à fait, on s'étonne toujours. Mais en tout cas, on n'est pas là non plus pour les forcer à aimer le chocolat, mais en tout cas à l'apprendre, à apprendre à le goûter, à apprendre à l'apprécier. Et à le connaître. Et à le connaître surtout. Merci beaucoup Aurélie Grimaud. Je rappelle que vous êtes responsable du Salon du Chocolat Junior qui commence donc ce 28 octobre et qui termine le 1er novembre à Paris, porte de Versailles. Tout à fait. Merci beaucoup et à très bientôt. Tout de suite, c'est la chronique de Guillaume Ouattara. Guillaume, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure dans l'actualité en bref, donc on y reste, outre-Rhin, et vous vouliez nous parler de cette université allemande qui a été la première, et c'est un véritable ovni là-bas. Pourquoi et comment? Alors oui, vous le savez, d'ici quelques semaines, les petits Français ils vont se pencher sur Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur en France, et parmi eux, certains auront peut-être envie de partir en Allemagne. En Allemagne, on a une offre pléthorique d'universités, publiques, privées, mais il y a un fait très étonnant qui est relevé par le courrier international qui reprend un article du Frankfurter Allgemeine Zeitung qui a enquêté sur la plus grande université de l'Allemagne. Elle s'appelle l'International University et on nous explique dans cet article que c'est un établissement à but très lucratif. Alors, ne cherchez pas des locaux de cette école dans les plus grandes villes universitaires, Berlin, Munich, Heidelberg, non. C'est à Erfurt, une petite ville de l'Est-Allemagne, dans son jus, et les locaux sont vraiment dans leur jus, au bord d'une rocade, qu'on retrouve cette International University. Alors, une école très discrète, d'accord, mais qui fait un boom incroyable dans le silence le plus complet. Exactement, elle n'est pas du tout connue en France, alors qu'on connaît très bien certaines grandes écoles allemandes, et elle est très peu connue également en Allemagne. Et pour autant, elle compte pas moins de 100 000 étudiants. Alors, quelle est la recette miracle? La recette miracle, elle est très simple, et c'est que tout fonctionne en ligne. On va le voir dans quelques instants, mais en plus de 100 000 étudiants, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et les étudiants payent entre 220 et 750 euros par mois pour y étudier. Et donc le succès, vous l'avez un peu dit, c'est l'intelligence artificielle et le distanciel. Exactement. En fait, la crise sanitaire a beaucoup aidé au développement de cet établissement. Fini les amphis, ça n'existe même pas. Les locaux dont je vous parlais sont majoritairement des locaux administratifs où viennent travailler les pédagogues. Il n'y a pas de classe. Alors, il y a quelques classes, et d'ailleurs c'est très intéressant, mais qui sont réparties dans 40 villes différentes de l'Allemagne. C'est des petits bâtiments où on vient faire deux choses. Parfois, on vient passer des examens en présentiel pour quand même éviter de tricher. Et puis, des gens qui sont en formation en alternance peuvent également venir dans les bâtiments. Mais le reste du temps, les cours sont entièrement en ligne. La conséquence, c'est que les profs, ils ont juste à se filmer une fois et que le module, il est réexploitable à volonté. Et ils sont même allés beaucoup plus loin pour répondre à toutes les questions qu'ils ont. Les étudiants ont des assistants pédagogiques. Ça, c'est le cas dans toutes les universités. On peut poser ces questions à ses profs, à ses assistants pédagogiques. Sauf que là,
plutôt que de recruter des armées de profs, ils ont pris une intelligence artificielle capable de répondre à toutes les questions. Le directeur de cette école, Sven Schutt, il en parle très bien. Depuis qu'on l'utilise, l'intelligence artificielle, les étudiants posent 5 fois plus de questions qu'auparavant. Devant une personne en chair et en os, beaucoup craignaient visiblement de poser des questions bêtes. Devant une intelligence artificielle, on ne peut pas se ridiculiser. Alors le résultat, il est assez saisissant. Dans une université allemande traditionnelle, on compte un enseignant pour 51 élèves. À l'université internationale, on compte un enseignant pour 439 étudiants. C'est donc une sorte de chat GPTisation de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Comment c'est perçu ça au niveau des autorités allemandes et est-ce qu'on peut avoir des équivalents ici en France? Alors, ça peut donner des idées pas que des bonnes. Ça va donner des très mauvaises idées puisque le marché de l'enseignement supérieur en France est un marché très juteux. D'abord, les autorités allemandes valident ce concept. Il y a un conseil scientifique de l'enseignement supérieur qui est responsable de cette question et qui a dit « Ok, on valide ». Il demande quelques ajustements à la marge, plus d'importance accordée à la recherche. C'est sûr que quand on a un enseignant pour 439 étudiants, ça n'est pas beaucoup de recherche. Des programmes de bachelor un peu moins compartimentés parce que c'est vrai qu'ils proposent des programmes très spécifiques, grosse management, des filières très spécifiques. Et puis, ils constatent, comme nous, que l'encadrement est assez limité, même si ils se défendent avec ce modèle d'intelligence artificielle. En France, on a des équivalents. C'est des acteurs comme Open Classroom, par exemple, qui propose 300 000 apprenants dans le monde entier. Il y a également Studi qui propose des formations assez similaires. La vraie différence, c'est que dans le modèle français, les certifications sont plus difficiles à obtenir, donc c'est souvent des formations non certifiantes et surtout avec un volume en France d'étudiants un peu moins important. Mais International University, elle indique qu'elle va bientôt se lancer à Bruxelles et qu'elle a racheté des écoles privées à Londres, au Canada, et pourquoi pas en France. Ouais, mais ce qu'on ne dit pas, c'est si les élèves eux-mêmes, les étudiants sont heureux dans ce système-là, parce que vous comme moi, nous avons connu les amphis, la camaraderie, les professeurs à qui on pouvait parler, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Donc c'est des questions encore, effectivement, qu'on pourra traiter. Merci beaucoup, Guillaume. On retrouve tout de suite Malika Ménard pour Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est l'acteur, écrivain et réalisateur Michael Cohen. On arrive à l'école. Quel genre d'élève tu étais? Alors, j'étais d'abord, dans la primaire, un élève très studieux. J'étais souvent amoureux de mes professeurs. T'es pas le premier à nous le dire ici. Ah bon? Oui. Mais tellement, parce que j'y ai repensé là en me disant que j'allais en parler. Je me suis dit, mais c'est quoi mes souvenirs? Et donc, notamment en CE1, j'étais amoureux de ma prof, qui était une belle brune, qui te ressemblait un petit peu. Ouais. Je te jure. Non, en tout cas, j'ai un souvenir d'une belle grande brune, un peu mannequin, un peu Miss France. Enfin, je ne sais pas si je l'ai après enjolivé, mais je la regardais toute la journée comme ça. Et elle pensait que j'étais très assidu. Et puis un jour, elle m'a grillé parce que, alors que j'avais passé les 2 heures à l'écouter, elle m'a posé une question sur ce qu'elle venait de dire. Et je n'avais pas rien écouté, j'étais juste à la regarder. Et je crois qu'elle m'a fait un clin d'œil en me disant « Ok, j'ai compris ce qui se passe, mais maintenant tu vas te calmer. » Ah oui, non, ça c'est dans ta tête. C'est le souvenir réinventé, je pense. Dans ma tête, ouais. Et puis ça, et puis j'étais un grand amoureux. J'étais amoureux aussi d'une élève quand j'étais en CP ou en CE1, en CP. C'est des rares souvenirs que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et j'ai mis toute l'année scolaire à oser lui dire que je l'aimais. Et donc, on était dans le cours de récréation et je baissais la tête et je tapais contre un poteau pour me donner de la force. Et je dis, tu sais, il faut que je te dise quelque chose, je sais pas comment te le dire. Et bon, je mets 15 minutes avant de dire, en fait, je crois que je t'aime. Et puis quand j'ai relevé la tête, en fait, elle était déjà partie depuis longtemps parce que j'ai mis trop de temps. Voilà, bon. Ça fait de la peine, ça, Michael. Ouais, voilà. C'est pour ça que... Donc en fait, pour toi, aller à l'école, c'était tomber amoureux. C'est ça, et prendre des vents aussi beaucoup. Et sinon, dans l'enseignement, l'apprentissage je me souviens pas très bien. Je pense que j'étais pas un élève extraordinaire, mais pas non plus nul. J'étais dans la moyenne jusqu'au collège, quoi. Au collège, j'ai lâché un peu. Et t'étais comment, dissipé, sage? Un peu dans la lune, j'ai l'impression. J'étais un petit peu dans mon monde, ouais. Un petit peu dans mon monde. Et puis à partir de la 6e, tout ça. Puis après, j'ai changé beaucoup d'école. Et puis à partir de la 6e, je comprenais pas bien comment ça se passait, tout ça. Et j'étais un peu perdu. Et quand j'étais perdu, j'essayais d'attirer l'attention en faisant des blagues, des choses comme ça. Alors que j'étais très timide dans la vie, mais j'avais besoin de compenser. Et du coup, tu devenais un peu dissipé? Un petit peu dissipé, ouais. Et c'est sûrement pour ça que
on m'a envoyé en pension à un moment donné, moi, alors donc j'ai 2 frères, on est 3 garçons, et je suis celui du milieu, et je ne sais pas pourquoi, peut-être ils ont fait au hasard, ils ont pioché, c'est tombé sur moi, ils m'ont envoyé en pension. Parce que les autres, ils étaient plus sages, peut-être? Non, non, mon grand frère, il a arrêté l'école au 3e. Non. Mais ouais, et c'était pas notre truc, mais je pense qu'on était trop perturbés on avait trop de problèmes à gérer, quoi. Et donc, du coup, on m'a envoyé en pension... À quel âge? À 14 ans, quand je suis rentré en 3e, à l'âge de mon fils aujourd'hui. Et alors là, j'ai détesté la pension. Pour moi, combien de temps ça a duré? 2 ans, parce que j'ai redoublé la 3e là-bas, donc c'était pas... En plus, c'était que la 3e? Ouais, j'ai fait que la 3e là-bas. 2 années vraiment formidables, la 3e. Et donc, j'ai raté mon brevet là-bas. Enfin, comme quoi, la pension, ça, c'est pas miraculeux. Surtout que... C'était où? C'était à Maison-Lafitte, justement. Une pension qui s'appelait l'Ermitage. Oui, donc juste à côté de chez toi? Non, juste à côté de là où j'ai... Oui, là où je suis né. Mais après... Enfin, pas très loin de chez toi? Pas très loin, non. Oui, en plus, pas très loin, oui, effectivement. Pas pour voir quelque chose de différent. J'aurais préféré aller dans le sud, ou je sais pas, oui. Ou en Italie. Oui, bien sûr. Donc, là-bas, tu redoubles? Là-bas, je redouble, je suis très malheureux. Et puis, alors le souvenir que j'ai là-bas, c'est que déjà à ce moment-là, je sais que je veux être comédien. Et quand j'arrive dans le premier jour en pension, il y avait une dame qui était une espèce de surveillante générale qui était très dure, et elle disait ici c'est marche ou crève, tout ça. Donc, et puis est-ce que quelqu'un a une question à poser, etc. Et puis moi je levais la main, je dis oui, est-ce qu'il y a des cours de théâtre ici? Et je crois qu'elle a pris une craie ou alors un truc plus fort, peut-être qu'une craie, elle me l'a lancé dessus. Le premier jour, on dit on n'est pas là pour faire du théâtre ici, etc. Et tu avais déjà fait du théâtre avant? Non, mais je savais que je voulais être comédien, je savais que c'était ma sortie de secours. À quel âge tu as conscientisé ça? 13 ans. À 13 ans. Donc juste avant d'être envoyé en pension. Ouais. Et quand j'ai dit ça là-bas, j'ai dit ça à quelqu'un à 14 ans, je voulais être... président de la République, oui, bien sûr. Je voulais être acteur, et il m'a dit si tu es acteur, moi je serai président de la République. D'accord. Jusqu'à présent, il ne l'est pas président de la République. Tu es toujours en contact? Non, non, mais je me rappellerai. C'est ni Macron, ni Hollande, ni... Voilà, ok. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Michael Cohen, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci beaucoup Malika et merci Michael. On se retrouve demain. Tout de suite, c'est le Zap de School TV. DocaPost a fait l'acquisition d'Index Éducation en 2020, année aussi des premiers confinements pendant la crise sanitaire, année aussi d'un développement complètement exponentiel pour les solutions EdTech, vous en avez été témoin. Un outil alors beaucoup plus utilisé qu'avant par les élèves, les enseignants et les parents. Pronote, votre plateforme devient à ce moment-là le moyen de communication entre tous ces acteurs pendant la crise sanitaire? Oui, bon, déjà depuis 1999, l'usage a été constant. L'augmentation a été constante. Mais c'est vrai que pendant la crise sanitaire, déjà, DocaPost, et c'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes rapprochés d'Index Éducation, c'est qu'il a fallu trouver des solutions. Et notamment des solutions pour permettre aux élèves qui étaient privés de numérique de pouvoir continuer à recevoir des devoirs. Et donc DocaPost, puisque notre métier, on est un acteur référent dans la confiance numérique et dans la souveraineté numérique, eh bien, un de nos métiers, c'est de faire des plateformes numériques qui peuvent aider les citoyens. Et ce qu'on a, lors du confinement, pu faire, c'est justement une plateforme qui s'appelait Devoirs à la maison. Et Devoirs à la maison permettait d'envoyer par courrier les devoirs aux enfants qui étaient privés de numérique. Et nous avons fait ça en concertation et en discutant aussi avec Index Éducation, et ça a été le début de cette rencontre. Le début de cette rencontre. Déjà pour commencer, donc justement pour vous dire comment c'était une bonne rentrée, dans le sens que pendant les vacances scolaires, nous avons dépensé quand même plus d'1 million d'euros pour les travaux dans les écoles. Donc déjà, c'est pour ça que nous avons vu une directrice vraiment très contente, parce qu'il y avait des travaux, donc on a fait quand même beaucoup de travaux pendant les vacances, parce que nous croyons que c'est très important que ce soit pour les élèves, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les parents, un environnement qui est bien, qui est agréable, et c'est très important. Donc nous avons vraiment investi, donc 1 million, c'est quand même une
très grosse somme. C'est conséquent, bien sûr. C'est conséquent. Nous avons fait ça. Et puis, nous avons nos projets pour le Val-Fouré. Donc, c'est-à-dire que la politique du maire, c'est qu'il a voulu qu'au niveau de la cité éducative, justement, comme vous l'avez bien dit, nous sommes la deuxième plus grande parce que, vu la population scolaire que nous avons, donc de la France, après Argenteuil, donc avec toute la communauté que nous avons d'élèves. Donc, le maire, il a voulu vraiment que les propositions soient pour tous les territoires, l'intégralité du territoire. Donc, on ne parle pas seulement de ce que l'on met en place au Val-Fouré, mais on parle de ce qu'on met en place pour toute la ville. En tout cas, choisir ce thème de l'élitisme, au rage, au désespoir, aux élites ennemies, c'est tout sauf neutre dans un lycée comme celui-ci, et ça les marque tous, ça les touche tous. Ça les touche tous, et puis on avait, c'était pendant les présidentielles de 2022, et on entendait beaucoup le mot élite utilisé par les politiques, et c'est quelque chose qui résonnait un peu mal en eux, parce que quelque part ils se disaient, mais donc du coup moi je suis... Qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi? Je suis l'élite, je serai celui qu'on méprise, alors que je bosse beaucoup, que je me donne beaucoup, alors je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche, je suis une jeunesse dorée, et tous ces termes-là, ça les questionnait. Et c'est vrai que le mot élite, c'est un mot creux, c'est un mot qu'on emploie en rhétorique, mais qui, quand on cherche à savoir ce que signifie ce mot élite, on a du mal à savoir si c'est un privilégié, quelqu'un de fortuné, quelqu'un de corrompu, une classe dirigeante qui chercherait à nuire. Et du coup, ce questionnement-là, dans Orage au désespoir aux élites ennemies, il y avait effectivement on sentait la déconsidération. Et eux-mêmes, sans vouloir spécialement défendre l'élite, ils voulaient défendre leur propre projet, c'est-à-dire d'être un élève travailleur, qui a des ambitions. Et il y a une jeune fille qui le dit dans le film. Pourquoi est-ce qu'on a l'intention de faire des grandes écoles? Est-ce que parce qu'on veut faire une grande école, on est un connard? Et je la cite. Et c'est vrai que c'est quand même des questions qu'on peut se poser. Je n'apporte pas des réponses sur la politique éducative nationale, mais effectivement... Vous êtes depuis de longues années professeur de lettres classiques à Paris. Depuis combien de temps à Charlemagne, d'ailleurs? 6 ans. 6 ans, voilà. J'ai commencé en banlieue, comme tous les jeunes profs, en 93, j'ai travaillé dans des établissements très mixtes du 13e arrondissement. Et là, effectivement, quand je suis arrivé à Charlemagne, oui, on se retrouve avec une population très particulière où on sait que le job va être assez simple à mener puisqu'on va dispenser simplement à savoir. On n'aura pas à gérer de discipline. Et finalement, l'autorité à la Hannah Arendt dans un lycée comme Charlemagne, c'est fluide. Nicole Conqui, vous avez été labellisée en 2019, oui. Donc ça fait 4 ans maintenant. Alors vous êtes arrivée 1 an et demi, effectivement, mais cité éducative. Oui. Cité éducative en 2019. Est-ce que, d'après vous, avec un peu de recul, il y a eu un avant et un après? Oui, absolument, parce que je pense particulièrement cette année où là, il y a vraiment une reprogrammation, si vous voulez, parce que nous opérons avec une troïka, hein, donc c'est l'éducation nationale, c'est la préfecture et la ville. Donc là, ça se passe bien? Ça se passe vraiment très bien, de mieux en mieux. D'accord. Je vais dire, parce que c'est vrai, c'est un dispositif, c'est un petit peu de la manne du ciel, on va dire ça comme ça, hein, parce que c'est un gros budget, et puis ça nous permet justement de pouvoir faire des parcours, de pouvoir faire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire sans cela. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de beaux projets, et nous avons la chance aussi à Mantes-la-Jolie d'être une ville où il y a beaucoup d'implications associatives. Donc nous avons beaucoup de propositions, des partenaires qui nous permettent de mettre des choses en place. Et donc cette réorganisation que nous avons faite nous permet vraiment il y a un pilotage donc institutionnel qui repose sur 3 instances, c'est-à-dire comité de pilotage annuel, une équipe mensuelle restreinte qui se réunit, et puis une plénière. Là récemment, il y a 2 semaines je pense, nous avons une plénière qui a réuni quand même 60 partenaires. Qu'est-ce que vous faites de ces données justement que vous collectez, qui sont des données sensibles dans le secteur de l'éducation, qui touchent aussi à des enfants, souvent mineurs? Qu'est-ce que vous faites de ces données aujourd'hui? Alors déjà, ces données, elles ne sont pas la propriété de DocaPost. Elles appartiennent à l'établissement, et c'est le chef d'établissement qui est responsable de ces données. Donc nous, on lui permet d'avoir les outils qui permet son activité au quotidien, mais cette donnée, elle est vraiment toujours gérée par le chef d'établissement. Après, côté technique, bien, nous avons nos propres data centers. Bien sûr, ils sont en France. Bien sûr, ils sont très sécurisés. Et aujourd'hui, nous sommes même dans une trajectoire de qualification SecNumCloud. Donc, nous allons avoir le plus haut niveau de sécurité pour des données sensibles. Je ne suis pas certain. L'idée de la mixité est très belle, mais on sait qu'on est 37 par classe. Quand on va avoir des élèves d'endroits très différents,
c'est compliqué de s'intéresser aux uns et aux autres, d'arriver à les faire monter en même temps. Mais ce que vous dites en fait, c'est quoi? C'est que c'est aussi une question d'équilibre. Hein. Peut-être que s'il y en a quelques-uns, ça peut fonctionner, on arrive ou... Si déjà ils sont moins nombreux... Parce que mixité, ça veut tout dire et rien dire. Je m'en veux moi-même en vous posant la question d'ailleurs, parce que il faut rentrer dans le détail. L'idée, c'est que l'élitisme a mauvaise presse. On est d'accord, a très mauvaise presse. Mais je suis surpris, moi, qu'on n'ait plus envie de distinguer des élèves. Qui sont absolument remarquables. Ils sont en plus, absolument remarquables et ils le méritent. Mais on peut distinguer les excellents élèves, s'occuper des élèves les plus en difficulté et ne pas les confondre. Ce ne sont pas forcément les mêmes, ils n'ont pas besoin des mêmes choses. Et voilà pour le ZAP, et c'est la fin de ce grand JT de l'éducation. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir encore. Si vous voulez nous retrouver sur Orange, c'est le canal 217, sur Free 247, évidemment schooltv.com, notre chaîne YouTube évidemment, et puis vous avez les réseaux sociaux de Guillaume Ouattara qui partage ses meilleurs moments sur ce plateau. Ces petits moments quacoubesques, Guillaume.Ouattara assise partout. Si vous proposez de faire ma pub, je la fais. Louis Clandreau, évidemment, qui fait des stories formidables. Exactement. On vous embrasse, merci beaucoup. On se retrouve demain, Guillaume. Avec grand plaisir. Pour de nouveaux débats, de nouvelles informations autour de l'éducation. Bye bye.